Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons le thème suivant, l'infidélité, l'abus et l'inceste. Et nous recevons sur ce plateau des invités. Bienvenue à nos invités. Et tout de suite, nous allons donc visionner un micro-trottoir qui a été réalisé en ville. Les filles qui ont été violées, par exemple, les filles qui sortent tard, et puis elles reviennent, elles sortent seules, elles peuvent rencontrer un homme qui peut-être peut vouloir la remorquer après, l'amener chez lui, puis faire du mal, violer, avec force. C'est une fille qui m'a déjà raconté qu'une fois elle revenait le soir comme ça et puis bon, elle est tombée entre les mains de deux jeunes et puis bon, elle a été violée comme ça quoi. Mais ça n'a pas été facile pour elle, ça a été un choc parce qu'au début elle a eu peur de contracter le sida. Bon, c'est après qu'elle a fait les examens de dépistage et il s'est avéré qu'elle n'a pas le sida. Bon, mais ce qui est sûr, ça constitue une souffrance pour elle parce que l'histoire s'est ébruitée et dans le quartier, bon, les gens ne font que parler de ça et les garçons aussi, bon, ne s'intéressent plus tellement à elle comme ça. Cela est dû aux filles, de la manière les filles s'habillent. Genre, les filles s'habillent d'une sorte indécente, quoi, qui excite les professeurs, tout l'entourage, quoi. Ça provoque beaucoup de choses. Avec le mouvement hip-hop qui s'est installé, la majorité des garçons, c'est des fumeurs de trucs de drogue. Des fumeurs de drogue. Et ça même, ça motive encore les jeunes à... Il faut le dire, quoi, il ne faut pas en cacher. Ça motive encore plus les jeunes à agresser les gens, à agresser, à violer les femmes, à faire beaucoup de choses. C'est l'habillement des jeunes qui attire les garçons. Parce que bon, souvent, moi je trouve mine de rien, on est sous des pulsions et puis bon, on voit une fille qui est mal habillée, on a tendance à se jeter sur elle quoi. Ne serait-ce que pour satisfaire un temps soit peu ces pulsions quoi. Et quand on trouve l'opportunité que la fille est seule et qu'on est seul, on peut prendre pour toi et enfin, ça peut vraiment pousser à aller loin quoi. Et après maintenant avoir du remords, bon, ça c'est autre chose. C'est dur à des filles qui veulent sortir seules. Si tu veux sortir, il faut prendre même ta copine ou ta soeur pour sortir. Tu ne peux pas sortir seule. Même tu sais que si tu peux revenir à des heures tardives. Et puis même tu peux rencontrer des bandits qui peuvent te prendre et puis te violer. Soit tu restes chez toi, soit tu prends une personne pour sortir. Il ne faut jamais sortir seul. Après avoir visionné ce micro-trottoir, quelle est votre réaction? Est-ce que ces réponses vous étonnent, Madame Ouedraogo? C'est un problème qui est vraiment d'actualité. Le harcèlement sexuel, on en parle partout, dans les milieux scolaires, dans la vie courante, comme l'a expliqué le jeune tout de suite. Et actuellement, les jeunes surtout, ils consomment la drogue et puis ils se livrent à des actes vraiment malsains. Puis dans les milieux familiaux, il y a aussi les viols qui se produisent, mais qui ne sont pas dénoncés. Donc c'est vraiment pas nouveau comme problème. C'est déjà connu. Et le harcèlement sexuel, c'est un phénomène très répandu et qu'on rencontre à tous les niveaux sociaux. Et quel que soit le groupe ethnique, et on rencontre sur les lieux de travail, et dans les milieux scolaires, dans les milieux familiaux. Le harcèlement sexuel, c'est un phénomène très répandu, comme l'a dit madame, c'est vrai. Et nous pensons qu'il est temps que nos autorités commencent à se pencher réellement sur le problème parce que les conséquences sont assez dramatiques et nous avons des personnes qui perdent ainsi la sérénité de leur future vie de famille. Avec les bonnes, on écoute beaucoup de choses qui se passent entre les patrons et leurs bonnes quand la femme n'est pas là. Donc ce n'est pas un phénomène qui me surprend. C'est quelque chose qui cause beaucoup de dégâts. Donc si on peut vraiment trouver une solution à cela. Madame Ouedraogo Amina, vous êtes du domaine. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Je pense qu'il y a un grand problème au niveau de la caractérisation même de ce comportement, le harcèlement sexuel. Comment apporter la preuve? Parce que vous êtes deux en général quand ça se passe.
tout le monde est unanime à reconnaître que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et c'est très inquiétant. Surtout au niveau comment dirais-je, de l'enseignement. Enfin, je veux dire, au niveau scolaire, ça peut poser même un blocage par rapport à la scolarisation des filles. Une fille qui vient et qui se fait harceler, soit par des camarades d'école qui sont plus grands qu'elle, ou alors des enseignants, ça peut constituer un blocage par rapport à sa scolarisation. On peut classer le harcèlement sexuel dans ce que vous avez annoncé justement au début de cette émission, les abus sexuels. Si on parle des abus sexuels, en définissant les abus sexuels à peu près comme la participation d'un enfant à des activités sexuelles dont il n'est pas toujours en mesure de mesurer la gravité. Ou alors, ce sont des pratiques qui sont inappropriées par rapport à son âge. Donc, si c'est par rapport à ça, on peut dire que les conséquences des abus sexuels sont énormes et se situent à plusieurs niveaux. D'abord, cela constitue une violation des droits de l'enfant. Par exemple, le droit à la protection de son intégrité physique. Et par rapport à ça, on peut dire aussi que souvent les abus sexuels sur les enfants, si ça se situe dans le secret familial, ça entraîne un traumatisme de l'enfant, tant au niveau physique, au plan physique, qu'au plan moral et psychologique. Ça peut entraîner aussi un blocage à l'enfant par rapport à sa vie sexuelle. Un enfant qui est victime d'abus sexuels de la part de son père, ou si c'est un frère, ou si c'est un oncle, vous voyez, il subit beaucoup de souffrances par rapport à sa situation même et par rapport aux fonctions et à la place qu'occupent ces différentes personnes dans sa vie. Ça peut entraîner aussi, je me dis, une perte d'estime de soi. Ça entraîne la honte. Et ça, c'est d'autant plus grave que souvent, si c'est dans le secret familial, il y a le silence qui est imposé à la victime, à l'enfant notamment. Il y a aussi le fait qu'il y a, quoi qu'on dise, il y a la complicité des autres membres de la famille, des voisins, puisque personne n'ose en parler, compte tenu du fait que c'est un sujet vraiment tabou. Et quelquefois aussi, on justifie ça, enfin, on avance le fait que quand on rend public, à moins qu'il n'y ait une grossesse, parce que quand on rend public ce genre de comportement vis-à-vis d'un enfant, on pense qu'on hypothèque sa vie. Parce que du coup, quand ça se sait, quoi qu'on dise, ça accompagne toute la vie de l'enfant. Et ça peut être néfaste pour cet enfant-là. Des pertes de chance même à plusieurs niveaux. Donc je me dis que c'est pour ça que les gens gardent le silence. Mais malheureusement, la victime est là, seule à supporter ses souffrances, tant physiques que psychologiques. Je pense qu'il faudrait réfléchir à comment essayer de pallier à ce genre de comportement-là. Et moi, personnellement, ce à quoi je pense qu'il faut informer les enfants. Il faut informer les enfants, il faut les sensibiliser parce que je me dis, quelquefois, un enfant qui subit un abus sexuel de la part d'un parent ou même d'un enseignant, peut-être que compte tenu de son degré de discernement, il pense peut-être même que c'est normal. Il pense que c'est normal des attouchements qu'un parent lui fait, une fille avec son oncle ou avec un cousin, elle pense peut-être que c'est normal dans un premier temps. Donc, il ne fait pas bien la part des choses. Alors que si on l'informait, en lui disant, ben, ça, c'est pas normal, peut-être qu'il pourrait réagir autrement. Mais le danger et ce qu'on doit déplorer, c'est que pendant longtemps, on a cru que les victimes d'abus sexuels et autres, incestes, étaient plutôt essentiellement des adolescentes. On a entendu dire dans certains pays des bébés qui sont abusés, vous voyez, pour dire l'ampleur du phénomène et le côté vraiment dramatique de ce genre de comportement-là. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, comme l'a dit Madame, sont dramatiques. Je vais vous donner des exemples récents. Une jeune fille s'est présentée à moi et elle m'a expliqué qu'elle avait un grave problème dans sa vie. Alors je lui ai dit, ben, quel est ce problème? Elle m'a dit, je suis enceinte. Alors je pensais que cette grossesse provenait d'un homme vulgaire. Mais de fil en aiguille,
elle m'a dit que l'auteur de sa grossesse, c'est son propre père. Alors vous comprenez que le traumatisme connu par cette jeune fille va l'accompagner toute sa vie si toutefois Dieu n'intervient pas. Il faut vraiment une intervention divine là pour que cette fille reprenne vraiment la vie dans le bon sens. Bien sûr, nous l'avons aidée comme nous le pouvons et nous avons essayé de lui faire comprendre que Dieu pardonne tout péché, hein, quel qu'il soit, et il ne faudrait pas que l'homme arrive à limiter Dieu dans son pardon. Mais ce n'est pas une tâche facile. Un deuxième exemple, eh bien, une dame est venue me dire « Je souffre d'un problème grave. J'ai été violée au niveau de mon service. » Et au cours des entretiens, il se trouve que c'est son chef hiérarchique qui en est l'auteur. Alors, elle ne peut pas avouer cela à son mari. Elle ne peut pas le dire donc à quelqu'un de très proche à elle. Et elle a trouvé refuge dans les hommes religieux. Donc, quand elle est venue et qu'elle m'a exposé son problème, eh bien, je vous avoue que cette femme souffre énormément de cette situation. Et un autre cas encore, une dame a été encore violée par son chef hiérarchique. Il se trouvait que son mari était en mission. Et malheureusement, la femme s'est retrouvée avec une grossesse indésirée. Alors vous comprenez, quand le mari est rentré, eh bien, le foyer était sur le point de se briser. Il a fallu vraiment des entretiens pendant des mois pour arriver à calmer l'un et l'autre. Mais vous savez bien que dans notre milieu, dans notre culture, aucun homme ne permettrait de vivre encore sous le même toit avec sa femme qui porte une grossesse ou qui a un enfant de notre personne. C'est très difficilement accepté dans notre société. Donc cette femme est livrée à une situation excessivement dramatique. Et j'ai dit que le harcèlement sexuel n'était pas sanctionné et ni prévu par le code pénal en vigueur au Burkina Faso. Par contre, il y a certains comportements qu'on pourrait qualifier d'abus sexuels, c'est-à-dire les attentats à la pudeur, et les outrages publics et l'inceste qui sont prévus et punis. Quels conseils pouvez-vous donner par exemple à des filles qui sont dans des situations où elles sont abusées, harcelées, où vraiment elles ne savent pas exactement comment faire, compte tenu de la relation même? Souvent on a peur, on ne sait pas où aller. Est-ce qu'il y a une solution? Il y a des structures qui sont là, structures religieuses, des associations de défense des droits de la personne qui existent un peu partout pour vous protéger en cas de violation de vos droits. La culture contentieuse n'existe pas chez nous. Dans certains pays occidentalisés, dès que vous pensez que on a violé un de vos droits, tout de suite vous saisissez la justice. Nous, on n'a pas encore ce réflexe-là. Et on trouve vraiment un enfant qui va déposer plainte, par exemple, contre son oncle. Dans un premier temps, c'est plutôt mal perçu par la famille. Et ce n'est pas toujours qu'on va la croire, parce qu'il y a ça aussi. Et donc, on pourrait peut-être passer par d'autres structures avant d'en arriver jusque-là. Sinon, si c'est un cas vraiment caractérisé, flagrant, c'est de saisir la police, la gendarmerie ou le parquet et simultanément un service de santé pour pouvoir conserver les preuves de ce genre de comportement-là. En plus de la forme juridique, il y a l'apport des psychologues qui doit être réellement recherché et l'apport également conjugué des psychologues et des pasteurs.